Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Encore beaucoup d'analyses au cours de la fin de semaine sur Donald Trump. Là, ça fait un peu plus qu'un mois maintenant qu'il est au pouvoir. On a fait toutes sortes de parallèles. Et notre prochain invité s'est aussi inquiété là, pour ce qui s'en vient à l'intérieur, à l'interne aux États-Unis, où il y a généralement un équilibre des pouvoirs. Tu as le pouvoir présidentiel, tu as le Congrès, tu as la justice, tu as même l'armée. Et là, l'impression que Donald Trump met son monde partout, met des gens... des gens de loyauté que des gens compétents dans ces différentes fonctions. Éric Duchesne, professeur titulaire du département de sciences politiques de l'Université Laval, est avec nous. Professeur Duchesne, bonjour. Bonjour, heureux d'être avec vous. Bon, vous avez écrit là sur votre page Facebook, finalement, le texte, il s'est promené, il a fait le tour des réseaux sociaux, des autres médias. Vous vous inquiétez là, d'une concentration de pouvoir? Effectivement, j'ai qualifié la situation de crise constitutionnelle. Il y a plusieurs indices qui nous le laissent croire, là, comme l'image que je donnais. Vous pouvez imaginer trois gardiens qui doivent se garder l'un et l'autre. Si un s'écarte un peu trop du droit chemin, les deux autres sont là pour le ramener au bon ordre. Dans ce cas-ci, ce qu'on retrouve avec Donald Trump, Donald Trump, il est en train de pousser les limites du système qui a été mis en place par les pères fondateurs, qui était un système de poids et contrepoids, comme vous l'avez si bien dit, pour éviter la tyrannie du roi d'Angleterre. Et donc, que ce soit par les limogeages ou dans le cas du maire Adams, des démissions au département de la justice, les limogeages au niveau des plus hautes sphères des forces armées pour les remplacer par des gens qui sont fidèles à Donald Trump. On voit vraiment ici là je dirais presque en accéléré là un coup d'État là qui est en train de se mettre en place. Ça ne fait qu'un mois et on est épuisé et jour après jour, on pense que comme on dit le proverbial, est-ce que le prochain soulier va tomber, the next shoe to drop. Ouais, parce que dans le fond, c'est la justice, c'est le FBI, c'est les grandes institutions, c'est maintenant l'armée. Il y a vraiment un sentiment que pour Donald Trump, c'est très, très, très prioritaire de mettre en place des gens qui vont lui être loyaux, plus que des gens qui se démarquent par leurs compétences ou leur curriculum vitae ou leur expertise exceptionnelle dans un domaine. Là. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des incompétents, mais il y a des gens qui ont été nommés à des postes qui sont très prestigieux, qui ne devraient même pas s'y approcher. Je pense qu'à l'origine de tout cela, on peut remonter au premier mandat de Donald Trump où on sentait une très grande frustration lorsqu'il rencontrait ce qu'il considère lui-même là, les grands hommes de ce monde, parce que ça n'était que des hommes, là, que ce soit Poutine, Xi Jinping ou même Kim Jong-un, il les admirait par le fait qu'ils étaient des hommes forts, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à l'intérieur de leur pays. Donc, et là, avec... C'est sûr que quand il n'y a pas de vérificateur général d'élection libre, t'es tout puissant, là. Ça peut être vu comme... Tu mènes ça comme une business, là. Tu fais ce que tu veux dans ta business. Absolument. Puis je suis content que vous le mentionniez parce que il se passe la même chose. Donc, soit par des congédiements ou par des décrets, des proclamations, tout ce qui est d'agences indépendantes, des agences qui doivent être indépendantes. On peut penser par rapport aux élections, par exemple. Il veut mettre la mainmise directe là-dessus, asseoir son pouvoir de telle sorte que il peut limiter lors des prochaines élections. On peut passer aux élections de mi-mandat en 2026. Donc, toute enquête sur les interférences
les enquêtes, les interférences étrangères. Aussi, il veut revenir à l'époque avant 2008 où les grandes banques, les grandes finances pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans aucun contrôle. Donc, on hausse encore une fois la possibilité d'une crise comme on a vécu, crise financière qu'on a vécu en 2008. Et les exemples comme ça s'accumulent. Donc, on voit vraiment là que ce soit à tout niveau. Et on se dit, bon, ben, on sait qu'il a nommé des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, mais même s'il y a des contestations, que ce soit par la CLU ou, comme on le voit, par plusieurs États, que ça remonte à la Cour suprême. Dans un cas même où la Cour suprême décidait d'émettre un jugement à l'encontre de Donald Trump, il ne serait pas obligé de s'y soumettre. Il n'y a rien dans la Constitution qui dit que le président doit se soumettre, même s'il y a une décision de la Cour suprême. Il devrait y avoir des coûts politiques associés à ça. Alors, à partir du moment où il semble certains citoyens américains semblent vouer un culte à Donald Trump, on peut se poser des questions sur le coût politique qui va être lié, même au cas où il ne se conformerait pas à une décision de la Cour suprême. Une chaîne n'a plus beaucoup de temps, mais je vais vous poser une question parce qu'il y a bien des gens du public qui me la posent ou qui nous l'envoient. Parce qu'il y a des gens qui voient tout ce que vous venez de dire, là, les efforts pour être super puissant, tout puissant, prendre le contrôle de toutes les institutions, la justice. Et eux, ils en concluent, de simples citoyens, mais ils analysent ça, puis ils en concluent qu'il va vouloir rester pour un troisième mandat, que cette fameuse règle qui existe depuis toujours aux États-Unis, qu'un président puisse pas faire plus que 2 mandats, si sa santé lui permet, là. Est-ce que vous y croyez, ce scénario, là, qu'en cours de mandat de Donald Trump, des fidèles de Trump, des gens qui l'appuient vont commencer à dire « Ouais, mais là, la Constitution, faudrait peut-être rouvrir ça », qu'on va vouloir avoir le débat sur l'idée d'un troisième mandat? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je dirais que par les voies légales, mais bon, je pense que Trump s'en fiche, ça serait extrêmement difficile. Donc, changer la Constitution, ça implique un appui très fort au niveau, non seulement... Parce qu'il faut que les États votent là-dessus, là. Hein? États. Donc, sans entrer dans les détails, mais de façon un peu plus illégale, en semant le plus de chaos possible, il pourrait clamer une urgence nationale. Non, il n'a qu'à voir, là. Il blâme le président Zelensky d'être un dictateur parce qu'il ne déclare pas des élections, mais c'est dans la loi de l'Ukraine qui dit, dans un cas de guerre, que le président peut se mettre. Il n'y a rien d'une telle sorte aux États-Unis, mais en évoquant un état d'urgence nationale, en ayant le contrôle total sur les forces armées, ben, c'est dans ce sens-là. Oui, il pourrait le faire, mais à travers, ce serait, bon, je pense qu'on pourrait presque le qualifier d'une guerre civile, s'il voulait se rendre jusque-là. Et bon, ben, tant de Donald Trump, étant si imprévisible, ben, je pense que la question se pose et elle est vraiment très légitime. Oui, effectivement, tout en rappelant quand même qu'il va avoir 82 ans à ce moment-là, ce qui soulève d'autres questions de santé et autres. Éric Duchesne, merci beaucoup. Merci, à la prochaine.